Très bien. Eh ben, merci Emmanuel et merci à tous. Donc, je vais vous parler surtout des différentes modalités d'hémodialyse lorsque vous prenez en charge une insuffisance rénale aiguë et je vais essayer en fait de vous donner quelques ficelles pour choisir l'une ou l'autre des modalités ou continues ou intermittentes. Alors, je ferai un bref rappel sur les différentes modalités, mais ça, je pense que vous avez déjà eu un webinaire là-dessus. Puis, on va s'intéresser aux avantages et aux inconvénients de chacune d'entre elles. Alors, vous savez que la mortalité dans l'insuffisance rénale aiguë, quand elle est prise en charge en réanimation, elle est loin d'être négligeable. Vous voyez qu'il y a une mortalité à l'hôpital de plus de 50%. Et cette mortalité est liée à la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë. Plus celle-ci est sévère, plus la mortalité augmente, comme vous le voyez sur ce graphe. Il y a différents facteurs qui vont conditionner cette mortalité et conditionner la sévérité, le nombre de défaillances viscérales associées à l'insuffisance rénale, les comorbidités du patient, la surcharge d'hydrosodé et le traitement d'épuration extrarénale quand celui-ci est indiqué et quand celui-ci est justifié. En effet, si l'on regarde l'impact de l'épuration extrarénale sur la mortalité des patients en insuffisance rénale aiguë, vous voyez que cet impact, vous voyez ici sur ce graphe en abscisse, vous avez les gravités de l'insuffisance rénale aiguë. Plus elle est grave, plus vous allez nécessiter une épuration extrarénale. C'est ce que vous voyez en gris foncé. Et plus cette insuffisance rénale nécessitera une épuration extrarénale, plus la mortalité est importante. C'est ce qui est montré sur ce deuxième graphe. Vous voyez que la mortalité chez les patients en insuffisance rénale aiguë et qui ont été épurés, la mortalité augmente de façon significative, ainsi que la durée de séjour en réanimation et la durée de séjour de l'hôpital. Tout ceci pour vous dire que l'épuration extrarénale en elle-même peut impacter le pronostic de votre patient et qu'il faudrait donc, pour cet objectif-là, essayer d'en améliorer la prise en charge et d'en améliorer la modalité. Alors, je vais rapidement parler des différentes modalités en sachant qu'il y a deux types de mécanismes. Un transfert de fluide, c'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire perdre de l'eau et du sel à votre patient. Et cette ultrafiltration peut être associée à n'importe laquelle des modalités. Et puis, vous avez un transfert de soluté. Et les transferts de soluté, en gros, vous avez trois mécanismes différents, mais deux principaux. La diffusion, c'est un transfert contre un gradient de concentration, c'est-à-dire que vous allez avoir des échanges entre le sang du patient et entre le dialysat. Et vous avez un mécanisme de convection qui est un gradient de pression. Vous allez enlever, c'est comme si vous utilisez un presse-purée, vous allez, par un gradient de pression, enlever du liquide à votre patient que vous remplacez par un liquide physiologique, c'est ce qu'on appelle l'hémofiltration. Il y a un troisième mécanisme qui est l'adsorption, mais qui reste marginal et qui peut être associé aux deux mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure. À partir de ces différents mécanismes, vous allez en déduire la clairance du soluté, qui est la masse de soluté épurée sur le temps normalisé à la concentration du soluté. Ce qui veut dire qu'à partir de ces différents mécanismes, vous allez pouvoir définir plusieurs modalités. D'abord, des modalités qui vont être différentes selon le temps de session, le temps d'épuration chez votre patient. Vous allez partir d'une forme intermittente. Vous voyez que la session dure 3 à 4 heures. Des formes hybrides où la session peut aller de 4 jusqu'à 12 heures, ou des formes continues où le patient est en épuration de façon continue. Ça peut durer jusqu'à 72 heures. Et à partir de là, vous pouvez combiner tous les mécanismes. C'est-à-dire, vous pouvez faire de l'hémodialyse intermittente, de l'hémofiltration intermittente avec des débits qui seront définis selon le temps de session. Vous pouvez combiner de l'hémodiafiltration, c'est-à-dire de la dialyse et de la filtration intermittente. Vous voyez que les débits sanguins et les débits dialysats sont assez hauts, avec un débit de filtration qui sera haut si vous faites de l'intermittent. Si vous augmentez le temps de séance pour aller jusqu'à 12 heures, vous faites ce qu'on appelle de la SLED, méthode semi-continue.
qui peut être simplement de la dialyse. Vous voyez que les débits 100 sont beaucoup plus bas par rapport à l'intermittente, 100 à 200 millilitres minute, et le débit dialysat, pareil, plus bas que lorsque vous faites de l'intermittent. Et lorsque vous faites de la filtration associée à la dialyse, vous faites de la SLED-F, c'est-à-dire de la dialyse semi-continue associée à de la filtration. Et enfin, si vous faites du continu, vous pouvez faire de l'hémodialyse continue ou de l'hémofiltration continue ou de l'hémodiafiltration continue véno-veineuse. Donc, vous voyez que la différence principale entre les différentes modalités, c'est la durée du traitement et c'est la rapidité de clairance et d'ultrafiltration pendant la séance. Alors, si l'on regarde l'utilisation de ces différents modes d'épuration dans plusieurs pays et dans plusieurs régions, alors ça repose sur un questionnaire qui a été soumis à des centres de réanimation et des centres de néphrologie. Vous voyez que l'hémofiltration continue est celle qui est le plus utilisée si vous, si vous compactez tous les centres. À la seule différence que les méthodes intermittentes sont plus souvent utilisées par les néphrologues par rapport aux méthodes continues qui sont plus souvent utilisées par les réanimateurs. Et vous voyez qu'il y a une différence aussi selon les pays. Alors, vous voyez qu'ici, en foncé, en gris foncé, c'est de l'hémofiltration continue. Vous voyez par exemple qu'en Grande-Bretagne, ils utilisent beaucoup d'hémofiltration continue. Vous voyez que par exemple ici, aux États-Unis, ils utilisent de façon, disons, équivalente la dialyse et l'hémofiltration. Et si vous regardez un peu le choix ou les indications retenues par le réanimateur, ici il s'agit d'un sondage grâce à un questionnaire soumis à des réanimateurs en France, et vous voyez en vert, c'est lorsque le réanimateur répond que c'est la raison pour laquelle il utilise cette modalité. Alors, on leur demandait quelles étaient les raisons du choix d'une modalité continue par rapport à une modalité intermittente. Vous voyez ici que les réanimateurs répondent qu'ils utilisent les formes continues parce qu'ils se sentent plus à l'aise. I don't feel comfortable with continuous. Donc, vous voyez qu'ils répondent pour la plupart qu'ils sont plus à l'aise avec les formes continues. Par contre, pour les formes intermittentes, ils disent que ça entraîne moins de charge de travail aux infirmières. Autre élément qui semblait important dans le choix d'une méthode continue, c'est la prise en charge de l'état hydrosodé, c'est-à-dire qu'on arrive à faire perdre de l'eau et du sel au patient de façon plus facile lorsque j'utilisais des méthodes continues. Et par ailleurs, les méthodes continues étaient plus choisies lorsque le patient était hémodynamiquement instable. Donc voilà à peu près, si vous voulez, le sentiment qu'ont les réanimateurs par rapport à une modalité continue et une modalité intermittente. Si l'on regarde un critère dur, c'est-à-dire la mortalité, si vous comparez une modalité continue par rapport à une modalité intermittente sur le terme de mortalité, et là je vous montre deux études randomisées qui sont maintenant assez anciennes mais qui restent d'actualité pour leurs résultats, il n'y a aucune différence de mortalité que vous utilisiez une méthode continue ou intermittente. Ici, il s'agissait d'une étude multicentrique française qui randomisait des patients sévères de réanimation en insuffisance rénale aiguë selon que la modalité choisie était intermittente ou continue, c'était de l'hémodialyse intermittente ou de l'hémodiafiltration continue véno-veineuse, et la mortalité était strictement pareille. Plusieurs études sont venues confirmer ces résultats, et là je vous montre une étude, une méta-analyse qui montre bien que quelle que soit la méthode choisie, chez le patient en insuffisance rénale aiguë, en réanimation, eh bien la mortalité est similaire. Donc, il n'y a aucun avantage de l'une par rapport à l'autre. Alors, il y a eu d'autres études plus récentes qui ont essayé de comparer les méthodes semi-continues avec les méthodes continues. Et là aussi, on retrouve le même résultat, quelle que soit la modalité d'épuration que vous utilisez, eh bien la mortalité est la même.
si bien que dans les recommandations internationales, dans le choix de la modalité d'épuration dans l'insuffisance rénale aiguë, eh bien, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, l'une et l'autre de façon complémentaire, à la condition cependant que vous maîtrisiez l'une et l'autre des méthodes. À partir de là, sur quels critères vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre des modalités? On a bien vu que la mortalité ne va pas conditionner votre choix. Par contre, il y a d'autres critères de jugement qui vont peut-être conditionner, en tout cas orienter votre choix entre modalité continue ou modalité intermittente. Il faut que vous soyez, si vous voulez, obsédé par cette question. Lorsque vous prenez en charge un patient d'insuffisance rénale aiguë en réanimation, le but, c'est de lui assurer la meilleure épuration avec l'hémodynamique la meilleure et le moins de complications possible. Et pour cela, vous avez plusieurs questions à vous poser. Est-ce que ma priorité est l'épuration? C'est-à-dire mon patient est très catabolique, mon patient a des chiffres d'urée ou de créatinine très élevés, mon patient a un acide lactique très élevé, mon patient a un taux de bicarbonate très bas, donc je voudrais surtout l'épurer. Ça, c'est la priorité. Est-ce que mon patient est très instable sur le plan hémodynamique et ma priorité sera la tolérance hémodynamique per-dialytique? Est-ce que mon patient est très en surcharge et ma priorité sera surtout la maîtrise volémique et en corollaire l'apport nutritionnel? Est-ce que mon patient a un état tel que je veux lui éviter un syndrome de déséquilibre inverse? Est-ce que ma modalité d'épuration ne va pas impacter l'élimination des drogues et en particulier les antibiotiques et ne va pas entraîner des troubles hydroélectrolytiques? Est-ce que ma priorité ne sera pas l'anticoagulation et le risque hémorragique? Est-ce que je veux absolument que mon patient garde sa mobilité? Et enfin, je voudrais préserver sa fonction rénale ultérieure. Donc, nous allons étudier toutes ces questions en fonction de l'une ou l'autre des modalités. D'abord, l'épuration. L'épuration, elle peut être mesurée, elle peut être évaluée et appréciée. C'est ce qu'on appelle la dose de dialyse. La dose de dialyse, qui est le KTV, bien connu des néphrologues, vous pouvez utiliser la dose de dialyse chez votre patient en réanimation en insuffisance rénale aiguë lorsque vous prenez en charge en épuration. Alors, le KTV, qu'est-ce que c'est? Le K, c'est la clairance d'insoluté. Alors, on utilise l'urée comme soluté, qui est un peu le paramètre le plus facile à évaluer et qu'on connaît le mieux, en tout cas, dans l'insuffisance rénale. Cette clairance de soluté, c'est la clairance instantanée de votre soluté qui va être épurée par votre machine. Ensuite, vous avez le temps d'épuration. C'est le T. Temps d'épuration pendant lequel vous allez épurer ce soluté. Et ceci est rapporté au volume de distribution de ce soluté. Alors, ce volume est très difficile à apprécier en réanimation et très souvent, on réfléchit en termes de dose de dialyse simplement sur le KT. Alors, regardons d'abord la clairance du soluté, la clairance instantanée. La clairance instantanée, qui peut s'exprimer en millilitres minutes ou en litres horaires, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va d'abord dépendre de mécanismes que vous utilisez. Diffusion lorsque c'est de l'hémodialyse, convection lorsque c'est de la filtration. Et cette clairance instantanée, elle va dépendre de la taille de la molécule, parce que les pores de votre filtre, de votre rein artificiel, va pouvoir laisser passer ce soluté en fonction de sa taille, si la taille des pores est plus grosse que la taille de la molécule. Ça va dépendre aussi de sa diffusibilité. Est-ce que votre molécule va être diffusible ou pas? Par exemple, si vous avez, par exemple, les bicarbonates,
qui seront bons, qui seront bas dans le compartiment sanguin et qui seront hauts dans le secteur du dialysat, eh bien, ils vont passer de façon importante vers le compartiment sanguin, ce qui va vous permettre de corriger rapidement ce taux de bicarbonate. Et ensuite, ça va dépendre du type de transport, hein, je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'il s'agit d'un transport par gradient de concentration ou par gradient de pression, c'est-à-dire hémofiltration ou dialyse, des caractéristiques du circuit, c'est-à-dire du débit sang, du débit dialysat et du débit de filtration. Retenez dès maintenant que lorsque vous faites de la diffusion, le débit dialysat par rapport au débit sanguin est toujours largement plus bas que le débit sanguin, donc vous n'avez pas de risque de saturation. Par contre, lorsque vous faites de la convection, de la filtration, il faut toujours s'assurer que votre fraction de filtration soit inférieure à 30%, voire à 20% du débit sanguin. Donc, c'est important, sinon vous perdez rapidement en efficacité. Maintenant, si l'on étudie la clairance instantanée, par exemple de l'urée selon les différentes modalités, c'est cette courbe-là que vous voyez à gauche. Vous voyez que lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, la clairance instantanée est très haute. Par contre, si vous faites de l'hémofiltration continue véno-veineuse ou de l'hémodiafiltration continue, vous voyez que la clairance instantanée est beaucoup plus basse lorsque vous l'exprimez en minutes. Par contre, si vous regardez cette clairance en jours, vous voyez que lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, c'est une session qui dure 4 heures ou au maximum 6 heures. Par contre, lorsque vous faites du continu, vous récupérez la perte d'efficacité instantanée sur le temps. Vous voyez qu'en 24 heures, la clairance journalière est beaucoup plus haute lorsque vous faites du continu. Je vous ai dit que la taille des molécules est importante. Lorsque vous faites de la convection, c'est-à-dire c'est un gradient de pression, eh bien vous épurez des molécules de bas poids moléculaire, comme l'urée, comme la créatinine, mais aussi des molécules de poids moléculaire beaucoup plus haut, qui va jusqu'à 20 kilodalton. Alors, la signification ou la justification de l'épuration de molécules de haut poids moléculaire reste à démontrer, mais sachez quand même que lorsque vous faites de la convection, vous épurez des molécules que vous ne pouvez pas épurer lorsque vous faites de la diffusion classique ou du fait des pores des membranes et du fait du gradient de concentration, vous allez pouvoir épurer que des molécules de bas poids moléculaire, en particulier l'urée et la créatinine. C'est ce qui est montré ici sur ce graphe. Vous voyez ici en fonction de la taille de la molécule, et vous voyez la clairance, et vous voyez qu'en hémodialyse, plus la taille de la molécule augmente, plus la clairance va baisser. Elle sera beaucoup plus importante lorsque vous faites de l'hémofiltration, et vous voyez la différence par rapport à un rein normal, qui est bien entendu, la clairance est beaucoup plus haute. Donc, retenez quand même qu'il y a une différence d'épuration selon la taille de la molécule, selon que vous faites de la filtration ou de la dialyse. Et vous pouvez retenir que la bêta-2 microglobuline, à peu près 16 kilodalton, c'est le point de différence entre la dialyse et la filtration. Et si je compare une hémofiltration prédilutionnelle d'une hémofiltration post-dilutionnelle, quand vous faites du post-dilutionnel, vous êtes beaucoup plus efficace puisque l'infusat arrive après le rein, donc ne dilue pas le sang. Et ce qui est exprimé ici, vous voyez que l'épuration en post pour la créate et l'urée est beaucoup plus importante par rapport à une hémofiltration prédilutionnelle qui est en vert, parce que le sang va être dilué par l'infusat qui arrive avant le rein. Par contre, la durée de vie du filtre est largement plus importante lorsque vous faites du prédilutionnel, puisque vous risquez moins de thrombose du fait de la dilution dans le filtre du sang du patient. Donc, si je reviens à ma dose de dialyse, vous pouvez faire un grand K, c'est-à-dire une clairance instantanée importante lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, avec un petit t, c'est-à-dire un temps de séance qui est entre 4 à 6 heures, ou alors un petit K, c'est-à-dire une petite clairance instantanée, mais un grand T, c'est-à-dire un temps de séance qui s'allonge. Donc, vous voyez que vous pouvez arriver à la même dose de dialyse
soit en augmentant la clairance instantanée, c'est l'hémodialyse intermittente, soit en augmentant le temps d'épuration, c'est la méthode continue. Et lorsque vous regardez en termes de clairance, et si vous comparez l'hémodialyse intermittente à l'hémofiltration continue, vous voyez que la clairance instantanée en hémodialyse intermittente est très haute et que l'épuration de substances, par exemple d'urée, qui est épurée, eh bien, elle va augmenter de façon assez rapide, mais elle va se saturer une fois que le gradient de concentration entre les deux compartiments s'égalisera. Par contre, si vous faites de l'hémofiltration ou de l'hémodiafiltration continue, la clairance instantanée est beaucoup plus basse. Par contre, vous voyez que la clairance au cours du temps, c'est une ligne droite, c'est-à-dire qu'elle va continuer à augmenter, quel que soit le temps qui s'écoule pendant la séance. Si bien que pour arriver à la dose de dialyse efficace, si vous utilisez de l'hémodialyse intermittente, il faudra multiplier les séances. Si l'on considère ici sur une semaine que le temps, que la dose de dialyse serait égale à 2, eh bien, vous voyez, si vous faites 3 séances par semaine, vous arriverez difficilement à 2. Vous êtes obligé de multiplier les séances, c'est-à-dire faire des séances quotidiennes, ou au moins 4 ou 5 séances par semaine, si vous faites de l'hémodialyse intermittente. Si vous faites du semi-continu, c'est-à-dire des séances beaucoup plus longues, vous arriverez rapidement à la dose efficace. Et si vous faites du continu, eh bien, plus la séance se perpétue, plus vous allez arriver à la dose de dialyse efficace. Autre différence en termes d'épuration pour les méthodes continues et les méthodes intermittentes, lorsque vous faites du continu, par exemple ici l'urée, une fois que votre patient est branché à l'hémofiltration, vous allez baisser progressivement le taux d'urée plasmatique pour arriver à clamper, c'est-à-dire à arriver à un état d'équilibre de l'urée plasmatique chez votre patient de façon assez stable. Par contre, lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous allez baisser votre taux d'urée en post-séance qui va remonter après. Donc, vous créez, si vous voulez, des variations quasi en accordéon lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente. Pour ce qui concerne, par exemple, ici, l'urée, ces variations sont un peu moins brutales, un peu moins brusques si vous utilisez une technique semi-continue. Et si je regarde l'épuration de bêta-2 microglobuline, si je compare une méthode continue, c'est le trait que vous voyez ici en noir, comme lorsque vous faites de l'hémofiltration, vous allez pouvoir épurer cette molécule qui est de poids moléculaire moyen. Vous voyez que vous arrivez là aussi à l'épurer et à baisser son taux plasmatique jusqu'à arriver à un taux qui est assez stable, ce que vous n'arrivez pas à faire lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente conventionnelle, puisque la molécule a un poids moléculaire qui est au-dessus du point de coupure de votre filtre. Je vous disais donc qu'il y avait un troisième facteur qui déterminait la dose de dialyse, qui est le volume, puisque le KT est rapporté au volume. Alors, le volume de distribution de l'urée, ou d'ailleurs un autre marqueur, est difficile à déterminer chez le patient en réanimation parce qu'on sait qu'il y a une modification des débits régionaux, une modification des débits sanguins régionaux, donc une modification du volume de distribution. Et très souvent, on n'utilise pas le volume de distribution chez le patient de réanimation du fait de cela, et on parle surtout du KT. Maintenant, quelle est la dose de dialyse optimale chez le patient de réanimation qui a une insuffisance rénale aiguë? Alors, cette étude assez ancienne du Lancet qui avait comparé 3 doses de dialyse. Il s'agit d'hémofiltration continue. 20 ml kilo horaire, 35 et 45 ml kilo horaire. Et ont montré que si vous comparez les deux groupes 35-45 par rapport à 20 ml kilo horaire, vous augmentez de façon significative la survie chez les patients qui sont épurés à plus de 20 ml kilo horaire. Une étude du même acabit a été faite chez les patients en hémodialyse intermittente et on comparait ce qui était dialysé tous les jours
par rapport à ceux qui étaient dialysés 1 jour sur 2. Et là aussi, on montrait que la survie augmentait de façon significative lorsque vous faites de l'hémodialyse quotidienne par rapport à une hémodialyse intermittente à jour alterné. Si bien qu'on avait considéré que la dose de dialyse adéquate, lorsque vous faites de l'hémofiltration, doit être supérieure à 35 ml/kg et lorsqu'il s'agissait d'hémodialyse, à un KTV hebdomadaire supérieur à 6, ce qui faisait 4 à 5, au moins supérieur à 4 ou 5 séances d'hémodialyse intermittente par semaine. Et à partir de là, on s'est posé la question d'intensifier la dose de dialyse, c'est-à-dire d'augmenter de façon importante la dose de dialyse pour essayer d'améliorer la survie de ces patients. Alors, cette intensification, alors je vais aller très vite en comparer une intensification aussi bien en hémodialyse intermittente qu'en méthode semi-continue, qu'en méthode continue. Et cette intensification n'a pas montré d'amélioration de la survie chez ces patients. Et parfois même, vous aviez des effets secondaires qui sont liés à cette intensification, notamment des pertes hydroélectrolytiques, notamment pour le phosphore, pour le potassium, et peut-être aussi une élimination importante des drogues et en particulier des antibiotiques. Si bien qu'à partir de là, et plusieurs études, là je vous en montre quelques-unes, ont confirmé que l'intensification de la dose de dialyse ne servait à rien et qu'il fallait retenir le chiffre de 20 à 25 000 kilos horaires chez ces patients que vous prenez en charge en épuration extra-rénale. Et les recommandations internationales ont retenu ce chiffre-là pour ce qui concerne les méthodes continues, 20 à 25 ml/kg horaires pour les formes continues et un KTV aux alentours de 4 par semaine lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente. Simplement, il s'agit d'une dose délivrée. Alors, il faut bien différencier chez vos patients la dose que vous prescrivez et la dose qui est effectivement délivrée à votre patient. Et on sait que la différence entre la dose délivrée et la dose prescrite est aux alentours de 20%. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette différence entre la dose prescrite et la dose délivrée. Lorsque vous faites de l'hémofiltration très dilutionnelle, il faut utiliser un débit sang supérieur à 200 ml/min si vous voulez éviter cette différence en dose prescrite et dose délivrée, surtout si le débit d'infusion est supérieur à 25 ml/kg horaire. Et lorsque vous faites de la post-dilutionnelle, un des facteurs qui va limiter l'efficacité de votre épuration, c'est l'augmentation de la pression transmembranaire. Donc, il faut vraiment être soucieux d'une pression transmembranaire qui soit au moins inférieure à 150 mm de mercure. Et lorsque vous faites de l'hémodialyse, ce qui va surtout limiter la délivrance de la dose de dialyse que vous avez prescrite, c'est surtout la surface du filtre. Donc, il faut utiliser une surface de filtre qui est supérieure à 1 mètre carré et le débit dialysable. Alors, il y a deux autres facteurs qui sont importants dans cette disproportion entre dose prescrite et dose délivrée, c'est le temps d'épuration et la surcharge hydrosodée. Dans cette étude, vous voyez qu'il y a ici en abscisse, vous avez la dose prescrite et en ordonnée la dose délivrée. Et là, vous voyez les temps de dialyse en bleu, début de dialyse, 2 heures, 4 heures et 6 heures. Et vous voyez que plus le temps s'écoule, plus la dose prescrite, en fonction de la dose délivrée, eh bien, vous voyez que la dose délivrée est largement plus basse que ce que vous avez prescrit. Donc, plus vous allongez votre temps d'épuration, plus vous allez perdre de l'efficacité parce qu'il y a des microthrombes dans le filtre. Donc, plus vous allez plus loin dans l'épuration, plus vous allez perdre en efficacité, plus vous perdez cette relation, disons, entre la dose prescrite et la dose délivrée égale à 1 et qui va devenir inférieure à 1. Pareil, si vous prenez des patients qui sont en surcharge hydrosodée. Ici en vert, vous avez le patient qui a une volémie normale et que vous prenez en charge en épuration extra-rénale. Et vous voyez de façon caricaturale, en violet, le patient qui a plus de 20% de surcharge hydrosodée.
Eh bien, le patient qui est en surcharge hydrosodée, celui-là, vous allez avoir une différence encore plus importante entre la dose délivrée, qui sera beaucoup plus basse que la dose prescrite. Pourquoi? Parce que chez ces patients, du fait de la surcharge hydrosodée, vous allez effectuer peut-être une perte d'eau et de sel plus importante, vous allez créer peut-être plus d'hypotension perdialytique, vous allez diminuer les débits, donc diminuer l'efficacité de votre dialyse et donc perdre de l'efficacité et perdre de la dose effective délivrée à votre patient. Donc, en gros, en termes d'épuration, retenez ce chiffre donc, de 25 millilitres horaires, mais du fait de la disproportion entre dose délivrée et dose prescrite, il faut prescrire peut-être une dose aux alentours de 30 millilitres horaires pour arriver à ce niveau de 25. Pour l'hémodialyse intermittente, atteindre un KTV au-delà de 4 par semaine pour être sûr de délivrer la dose qu'il faut à votre patient. Voilà pour l'épuration. Ce qui veut dire que si vous avez un patient, dans votre priorité, l'épuration, par exemple, si vous avez un patient qui est en acidémie majeure et que vous voulez corriger rapidement cet état d'acidémie, vous aurez plus intérêt à être efficace en un temps très court. Si vous avez un patient, par exemple, qui est en hypercalémie menaçante, parce qu'il a un syndrome de Leigh et qui produit de façon excessive du potassium et que vous voulez épurer ce potassium de façon efficace et assez rapide, vous avez plutôt intérêt à utiliser une méthode intermittente efficace pour cette épuration. Si par contre, votre patient, vous avez le temps de l'épurer, que l'épuration vous permet que les taux d'urée, de créatinine, de bicarbonate dans le sang vous permet de le faire dans un temps un peu plus long, eh bien, vous allez prioriser peut-être une méthode continue, une méthode semi-continue. Le deuxième facteur qui va conditionner votre choix, c'est l'état hémodynamique de votre patient. Vous voyez dans cette étude que plus le patient, ici, en abscisse, vous avez le nombre d'agents vasopresseurs, c'est-à-dire, en fait, ça reflète un peu l'état hémodynamique de votre patient. Et vous voyez que plus votre patient a un état hémodynamique qui est précaire, donc plus vous montez de 0 à 3, plus le réanimateur va utiliser une modalité continue et la choisir par rapport à une méthode intermittente. Donc, le choix de l'épuration extrarénale, de la modalité d'épuration extrarénale, est lié le plus souvent à l'état hémodynamique de votre patient. Alors, il y a eu quelques études randomisées qui ont comparé méthode continue contre méthode intermittente et impact sur le plan hémodynamique. La plupart des études n'ont pas montré de différence, mis à part une seule, qui a montré que les techniques continues permettaient une meilleure tolérance hémodynamique par rapport à une méthode intermittente. Le seul problème de ces études, c'est que le plus souvent, les réanimateurs n'ont pas tellement l'habitude d'utiliser l'hémodialyse intermittente en secteur de réanimation. Alors, il y a cette étude qui a été faite il y a maintenant déjà une vingtaine d'années, qui comparait, alors c'est une étude avant-après, ce n'est pas vraiment une étude randomisée, qui comparait les patients qui étaient en hémodialyse intermittente, utilisés de façon conventionnelle en réanimation, et puis dans une deuxième étude, c'était 95 versus 97, où on utilisait certains éléments pour essayer d'améliorer la tolérance hémodynamique perdialytique. Parmi ces éléments, il fallait brancher le rein plein, il fallait utiliser une température de dialysa plus basse pour entraîner une vasoconstriction, utiliser des débits de dialysa beaucoup plus bas que ceux qu'on utilisait en hémodialyse conventionnelle, et utiliser une concentration en sodium du dialysa qui était élevée, en tout cas supérieure à 145. Et si vous utilisez ce type d'intervention pendant votre séance d'hémodialyse intermittente, eh bien, il a été montré dans cette étude que la tolérance hémodynamique
été grandement améliorée. En tout cas, vous avez la même tolérance que si vous faisiez une épuration continue. Alors, à partir de cette étude, il y a eu d'autres études, et dans cette méta-analyse qui reprenait pratiquement 10 000 patients en épuration extra-rénale et qui étudiait quelles étaient les interventions les plus efficaces dans l'amélioration de la tolérance hémodynamique perdialytique, c'était la concentration en sodium du dialysat, la baisse de température du dialysat et le débit d'ultrafiltration. C'est-à-dire, le débit d'ultrafiltration est une chose importante. Lorsque vous faites de l'épuration extra-rénale, le débit d'ultrafiltration, plus il est rapide, plus il est moins bien toléré par le patient. Donc, vous avez intérêt à ralentir le débit d'ultrafiltration chez vos patients pour améliorer la tolérance hémodynamique. Alors, cette diapositive vous rappelle les principaux éléments à respecter pour améliorer la tolérance hémodynamique perdialytique, qu'il s'agisse de méthodes intermittentes ici ou de méthodes continues. Vous voyez, vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire baisser la température du dialysat, augmenter le taux de sodium dans le dialysat d'au moins 10 milléquivalents par rapport à la natrémie de votre patient, utiliser un débit sanguin, en tout cas au départ inférieur à 250 ml par minute, essayer d'allonger le temps des sessions, donc on revient aux techniques semi-continues, augmenter la fréquence des sessions, c'est-à-dire préférer de faire des sessions quotidiennes, et puis bien entendu arrêter tous les médicaments qui peuvent entraîner une vasodilatation chez vos patients. Lorsque vous utilisez des méthodes continues, il est admis que la tolérance hémodynamique perdialytique est plus facilement obtenue avec les méthodes continues. Si bien que dans les recommandations, chez les patients qui sont instables sur le plan hémodynamique, on suggère simplement d'utiliser préférentiellement une méthode continue par rapport à une méthode standard, ou alors, lorsque vous utilisez une méthode standard, de respecter les consignes que je vous ai citées tout à l'heure. Ça, c'était pour la tolérance hémodynamique. Troisième question, l'inflation hydrosodée. On le sait maintenant, l'inflation hydrosodée aggrave le pronostic d'insuffisance rénale aiguë. Ici, vous voyez un patient d'insuffisance rénale aiguë et vous comparez le patient qui est en volume extra, en excès d'inflation hydrosodée par rapport à celui qui a une volémie correcte, eh bien, vous voyez que la survie est largement améliorée lorsqu'il n'y a pas de surcharge hydrosodée. Alors, on sait que cette surcharge hydrosodée influe dans tous les compartiments, aussi bien cardiaque avec un myoédème, hépatique, rénal, intestinal. Donc, l'excès de volume extracellulaire, en tout cas supérieur à 10% du poids du corps, il va impacter et aggraver fortement le pronostic d'insuffisance rénale aiguë. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un patient qui est en insuffisance rénale aiguë, que vous le prenez en charge en épuration extra-rénale, vous allez tenter de maîtriser sa volémie, de maîtriser son état hydrosodé et donc de faire de l'ultrafiltration. Et vous voyez dans cette étude que chez les patients chez lesquels vous allez faire l'ultrafiltration la plus importante, alors c'est les patients qui sont en bleu et en vert, plus de 25 ml/kg par jour, c'est les patients qui supportent en quelque sorte la perte d'eau et de sel, eh bien la survie est beaucoup plus et meilleure par rapport aux patients chez lesquels vous ne pouvez pas faire d'ultrafiltration parce qu'ils ne tolèrent pas justement cette perte d'eau et de sel. C'est ce qui est montré ici aussi. Plus l'ultrafiltration est importante et mieux tolérée par le patient, plus la mortalité diminue. En fait, lorsque vous avez votre patient qui a une insuffisance rénale aiguë, vous pouvez considérer qu'il y a 4 types de patients. Le patient qui présente une insuffisance rénale, disons, aiguë monodéfaillante ou un syndrome cardio-rénal, eh bien celui-là, vous pouvez rapidement lui faire perdre du poids. Par rapport au patient qui est septique ou au patient qui est en état de choc, eh bien celui-là, vous n'allez pas pouvoir lui faire perdre le poids de façon rapide
vous allez devoir prendre le temps d'arriver à son poids idéal, à la volémie, à l'euvolémie, mais dans un temps beaucoup plus lent. Alors, pour y arriver, vous avez donc les deux modalités, continue ou intermittente. Et vous voyez ici, quand vous comparez une méthode continue par rapport à une méthode ici intermittente par rapport à une méthode continue, vous voyez que la méthode continue vous permet de faire perdre du poids à votre patient sans pour autant faire baisser son état hémodynamique, sans pour autant faire baisser sa pression artérielle moyenne. Cependant, dans cette étude, qui était une étude randomisée, il n'y avait pas de différence de mortalité malgré une meilleure maîtrise de l'état hydrosodé avec les formes continues. En fait, lorsque vous faites de l'hémofiltration continue par rapport à une méthode intermittente, vous arrivez, c'est le trait noir là, vous arrivez à maintenir un poids sec, à maintenir une volémie de façon assez constante, alors que lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous voyez que vous allez avoir des variations du volume sanguin effectif, des variations du poids de votre patient en fonction de vos séances. Et dans cette étude de Bouchard, vous voyez que lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous allez progressivement laisser échapper votre patient en inflation hydrosodée, ce que vous ne faites pas lorsque vous faites du continu, parce que vous arrivez de façon lente et progressive à maîtriser la volémie de votre patient tout en lui faisant perdre le poids, l'eau et le sel qu'il a en excès. Donc, chez le patient qui est en grosse inflation hydrosodée, qui a un état hémodynamique assez précaire, il est peut-être préférable de le faire en utilisant une méthode continue par rapport à une méthode intermittente. Ensuite, le syndrome inverse. Le syndrome inverse, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous faites varier les osmoles dans le sang de façon assez brutale, en particulier l'urée. Lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous avez votre patient qui a des chiffres d'urée qui sont assez hauts, donc une osmolarité plasmatique assez haute. Vous faites une dialyse efficace en un temps très court, vous faites baisser l'osmolarité sanguine. Simplement, au niveau intracellulaire, notamment au niveau cérébral, la baisse de l'urée n'est pas aussi rapide que dans le compartiment sanguin, ce qui fait que l'osmolarité intracellulaire reste haute par rapport à l'osmolarité plasmatique et vous allez avoir un transfert d'eau vers le secteur intracellulaire et en particulier vers le secteur cérébral. Ce qui fait que lorsque vous baissez trop rapidement l'urée plasmatique par une dialyse efficace, vous pouvez créer un syndrome de déséquilibre, un syndrome inverse et un édème cérébral. Et vous pouvez faire la même chose pour les corrections trop brutales des acidoses métaboliques, parce que le bicarbonate ne va pas passer la cellule, ne va pas passer vers le compartiment intracellulaire, tandis que le CO2 diffuse librement. Donc, vous augmentez de façon importante et rapide le taux de bicarbonate dans le sang avec votre dialyse. Le CO2 va lui progressivement remonter dans le sang puisque le taux de bicarbonate est réaugmenté. Il va passer dans le secteur cellulaire et créer une acidose paradoxale intracellulaire. Donc, lorsque vous faites de la dialyse intermittente, efficace et rapide, tenez compte des chiffres d'urée, du taux de bicarbonate que vous avez au départ. Si ces chiffres sont trop hauts, vous avez intérêt de limiter le temps de séance, de limiter votre efficacité pour éviter ce syndrome de déséquilibre. Alors, vous voyez que si l'on compare les méthodes intermittentes ici, l'hémodialyse par rapport aux méthodes continues, le risque de variation osmotique dans le sang est largement plus important lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente par rapport aux méthodes continues. Il y a certains facteurs de risque de ce syndrome de déséquilibre, c'est notamment les atteintes cérébrales, trauma cérébral, lésions tumorales, hémorragie intracérébrale, les insuffisances hépatiques sévères, et puis certaines
pathologies qui sont, disons, moins fréquentes comme le PTT ou le syndrome hémolytique urémique. En tout cas, chez le patient en insuffisance hépatique sévère, chez le patient avec lésion cérébrale aiguë, vous avez intérêt à ne pas faire de syndrome inverse, c'est-à-dire de ne pas être trop efficace dans un temps très court, c'est-à-dire ne pas faire des variations osmotiques trop brutales. C'est pour ça, chez ces patients, il est préférable d'utiliser ou des méthodes continues ou alors utiliser des méthodes intermittentes, mais de façon beaucoup plus courte pour être moins efficace, quitte à les répéter de façon quotidienne. Alors ici, juste pour vous montrer, c'est cette étude qui a été faite chez des patients qui ont eu une hémorragie intracrânienne et qui comparait une modalité par hémodialyse intermittente par rapport à une méthode continue en hémofiltration. Et vous voyez que la survie est largement et significativement plus importante lorsque vous faites de l'hémofiltration et surtout de l'hémodialyse, la dépendance à l'hémodialyse après plus de 10 ans de suivi. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des formes continues plutôt que des formes intermittentes chez les patients qui ont une atteinte cérébrale aiguë ou chez les patients qui ont une pression intracrânienne élevée pour éviter l'édème cérébral. Autre question, c'est les déséquilibres hydroélectrolytiques, c'est l'épuration ou l'élimination des drogues et des antibiotiques. Ici, vous voyez les différents modes d'épuration selon que vous faites une hémodialyse intermittente 3 fois par semaine, 4 fois par semaine ou de façon quotidienne, et enfin les méthodes continues. Vous voyez que lorsque vous faites une méthode continue, vous avez une clairance quasi constante, ce qui veut dire que vous savez à peu près quel est le taux d'élimination de vos drogues, de vos antibiotiques, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites de l'intermittent, surtout si ces sessions sont, disons, espacées. Donc, vous allez avoir des taux dans le sang d'antibiotiques ou de drogues qui peuvent varier de façon importante dans le sang. Simplement, lorsque vous faites de l'épuration continue, vous allez aussi avoir des pertes continues, aussi bien de potassium que de phosphore. Donc, il faut faire très attention lorsque vous faites de l'hémofiltration continue ou de l'hémodiafiltration continue, de bien monitorer vos taux de potassium et vos taux de phosphore dans le sang. Par contre, pour les antibiotiques, il est sûr que lorsque vous faites une modalité continue, vous êtes plus à l'aise dans le monitorage de vos antibiotiques dans le sang. Alors, il est recommandé de faire toujours une dose de charge, quelle que soit la modalité, et d'ensuite faire des doses d'entretien selon la clairance et selon la modalité que vous utilisez, intermittente ou continue. Et en tout cas, le monitorage plasmatique, des taux plasmatiques des antibiotiques est le meilleur moyen d'optimiser le traitement antibiotique de vos patients. Autre question, c'est l'anticoagulation. Donc, vous savez que lorsque vous débutez une prise en charge en opération intrarénale, vous êtes obligé d'assurer une anticoagulation au niveau du circuit. Et le risque, il peut être ou hémorragique si votre anticoagulation, lorsqu'elle est systémique, est trop importante, ou alors la thrombose du circuit lorsque l'anticoagulation est peu importante du circuit. En gros, vous pouvez considérer que la thrombogénicité de votre circuit est d'autant plus importante que vous faites de l'hémofiltration post-dilutionnelle. Moins important si vous faites de la pré-dilutionnelle et encore moins important si vous faites de l'intermittent, puisque la séance est beaucoup plus courte et vous pouvez facilement anticoaguler le circuit. Vous savez que la plupart du temps, et jusqu'à il y a une dizaine d'années, on utilisait surtout l'héparine comme anticoagulant pendant les séances d'épuration intrarénale. Mais depuis que le citrate est réapparu et a été, disons, remis au goût du jour dans la prise en charge de l'opération intrarénale, il a été montré que l'utilisation de l'anticoagulation au citrate améliorait d'une part
la durée du filtre de façon significative et améliorer la dose délivrée par rapport à la dose prescrite, par rapport à l'héparine, justement parce que le citrate permet une anticoagulation optimale du circuit et permet donc une efficacité optimale en prévenant les microthromboses dans le filtre du rein. Par contre, il n'a pas été montré de différence de mortalité quand vous utilisez du citrate ou de l'héparine, mis à part dans un sous-groupe de patients, surtout les patients chirurgicaux, probablement parce qu'il y avait moins de risques hémorragiques avec l'utilisation du citrate. Une étude encore plus récente, vous voyez là, de 2020, qui a comparé de nouveau l'anticoagulation régionale au citrate par rapport à l'anticoagulation systémique à l'héparine, qui montrait que la survie du filtre était largement améliorée avec le citrate, mais là aussi, la mortalité était similaire que vous utilisez le citrate ou l'héparine. Alors, par contre, il y avait quelques effets secondaires liés au citrate, notamment que vous devez connaître. Je pense qu'il y aura un webinaire sur l'anticoagulation au niveau des circuits d'épuration extrarénale, notamment les troubles acido-basiques et les troubles hydroélectrolytiques secondaires au citrate. Alors, je vous rappelle que quand même le citrate est contre-indiqué lorsque vous avez une intoxication à la metformine et lorsque vous avez une acidose lactique sévère, très sévère, ou l'insuffisance hépatique très sévère. Alors, on ne peut pas considérer que c'est une contre-indication absolue, mais en tout cas, dans ce cas-là, il faudra être très rigoureux et très vigilant sur la surveillance et le monitorage des désordres hydroélectrolytiques et acido-basiques de vos patients. Dans toutes ces situations, la lactémie est élevée chez vos patients, donc faire très attention en cas de lactémie très élevée d'utiliser une anticoagulation régionale aussi. Les recommandations, que disent les recommandations? Eh bien, d'utiliser le plus largement possible l'anticoagulation au citrate chez vos patients, mis à part les contre-indications. Enfin, dernière question qui peut conditionner votre choix, c'est celle du recouvrement de la fonction rénale après que l'insuffisance rénale aiguë ait été soignée et que la fonction rénale a repris, disons, a repris une indépendance vis-à-vis de la dialyse. Et lorsque vous comparez les méthodes continues par rapport aux méthodes intermittentes, alors les résultats sont assez contradictoires. Certaines études ont montré qu'il y avait une dépendance à la dialyse secondaire plus fréquente lorsque vous utilisez des méthodes intermittentes, c'est ce que vous voyez ici, en gris foncé, à 90 jours, mais que cette dépendance de façon au plus long cours, au plus long cours, au plus long cours, disparaissait. Pour l'instant, aucune étude n'a pu prouver de façon formelle que l'une ou l'autre des modalités était meilleure pour préserver la fonction rénale ultérieure. En termes de coût, il semblerait que les méthodes continues soient légèrement plus coûteuses que les méthodes intermittentes. Donc voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider dans le choix de la modalité. Cette diapositive, elle vous résume un peu les avantages et les inconvénients de chacune des modalités. Vous voyez que pour les méthodes continues, c'est surtout la stabilité hémodynamique et la stabilité de la pression intracrânienne. Par contre, le patient est immobilisé, donc vous ne pouvez pas mobiliser votre patient. Il y a un risque infectieux beaucoup plus important, puisque la session est plus longue. Lorsque vous faites de l'intermittent, vous avez une efficacité qui est largement plus importante et ça entraîne des variations osmotiques plus importantes, des variations acido-basiques plus importantes qu'il faudra prendre en compte. Par contre, vous êtes beaucoup plus efficace. Par contre, votre patient va être mobile, il pourra aller au scanner, il pourra faire tout ce que vous voulez, vous pourrez faire de la réhabilitation pendant la réanimation. Par contre, pour la stabilité hémodynamique, il faut faire très attention lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente.
Enfin, cette diapositive vous résume un peu les débits sanguins que vous pouvez utiliser, les débits sanguins, et puis les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, hein, que vous pouvez regarder tranquillement. Et vous voyez que le choix de la modalité d'épuration va dépendre de l'état hémodynamique du patient, de la clairance de ce que vous voulez faire, du contrôle volymique que vous voulez exercer chez votre patient et de l'anticoagulation. Et donc, je vais conclure en vous disant que quelle que soit la technique que vous utilisez, il faut que vous puissiez la maîtriser pour pouvoir choisir l'une ou l'autre. Et quelle que soit la technique que vous utilisez, il faudra toujours monitorer le traitement, définir surtout l'objectif thérapeutique, savoir si votre priorité, c'est le contrôle volémique ou c'est le contrôle des toxines ou des toxiques urémiques. Et puis surtout, il faut adapter votre traitement au type de patient et surtout à son évolution. Vous pouvez utiliser une méthode pendant la période où l'état hémodynamique est précaire et puis passer à une autre méthode si votre patient s'améliore ou son état hémodynamique s'améliore. Et puis pensez toujours à l'état de la fonction rénale ultérieure pour préserver la fonction rénale qui va poser des problèmes. Vous le savez maintenant que l'insuffisance rénale aiguë peut être pourvoyeuse d'insuffisance rénale chronique. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Kada pour ton topo qui était vraiment très très complet. Tu as balayé beaucoup d'aspects techniques et répondu, je pense, à beaucoup de questions de nos internes. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y en a déjà quelques-unes que je vais te relayer. La première, ça traite de l'antibiothérapie en technique continue. Et la question est, est-ce qu'on est capable de prédire l'épuration d'un antibiotique chez un malade qui serait traité par une épuration continue véno-veineuse, une hémodiafiltration, en sachant qu'il y aura des phénomènes d'absorption, de points de coupure, de diffusion et aussi de convection. Est-ce qu'on peut se baser sur la clairance de l'urée pour estimer l'épuration de cet antibiotique? Oui, alors ça, c'est une question très difficile. C'est le principal problème, si vous voulez, de ces patients qui sont en épuration et pour lesquels vous donnez des antibiotiques. Il est sûr que lorsque vous faites une méthode continue, il est plus facile d'appréhender l'élimination des drogues du fait que la clairance, on peut imaginer ou en tout cas supposer qu'elle reste constante dans le temps, au moins dans les premières 24 heures. Alors, lorsque vous faites de l'hémofiltration, c'est le plus simple. Si vous faites de l'hémofiltration post-dilutionnelle, la, si vous voulez, la clairance est égale à l'ultrafiltration que vous exercez à votre patient. En gros, si vous avez une clairance de 25 millilitres kilo horaire, ça correspond à une clairance de 20 à 25 millilitres minute. Donc, vous pouvez regarder les ABAC et vous imaginez que votre patient a une clairance qui est entre 20 et 30 millilitres minute. Bien entendu, il peut y avoir de l'absorption, il peut y avoir une perte d'efficacité, il peut y avoir des arrêts ou des reprises d'épuration qui peuvent modifier les taux plasmatiques de vos antibiotiques dans le sang. En tout cas, c'est le plus simple. Par contre, si vous faites de l'hémodialyse intermittente, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir de l'élimination des drogues juste pendant la séance. Ce qui veut dire qu'il faudra le plus souvent ou faire vos antibiotiques pour les aminosides, par exemple, il vaut mieux le faire en début de séance et puis une partie va être épurée et l'autre partie va rester dans le sang. C'est la meilleure façon de donner des aminosides chez les patients qui sont en hémodialyse intermittente. Vous donnez une dose de charge et puis celle-ci va être progressivement éliminée pendant la séance, un peu de ce qui se passe chez le sujet sain qui a une fonction rénale normale. Par contre, il est très difficile d'appréhender dans les jours suivants quel est le meilleur dosage d'antibiotiques qu'il faudra donner. Et là, il faut s'appuyer sur les dosages sanguins de vos antibiotiques. Il faut absolument s'appuyer sur les modélisations en fonction des taux sanguins des antibiotiques, notamment lorsque vous utilisez des méthodes intermittentes. Je crois que c'est le plus prudent. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu et si Ouais, si, réponses sont c'était satisfaits.
C'est très complet. Je te rejoins tout à fait si on parle vraiment de la prédiction, c'est quand même horriblement complexe parce qu'on parle de patients, surtout si c'est en technique continue et qu'on a choisi la technique continue parce qu'ils étaient instables hémodynamiquement. Bah, il y a la partie clairance qui est liée à l'épuration, mais il y a aussi bah, le degré d'état de choc du patient, son éventuel volume de remplissage, son hypoprotidémie, hypoalbuminémie potentielle, et tout ça est extrêmement variable dans le temps. Et donc, en fait, d'un jour sur l'autre, la prédiction, bah, voilà, on ne peut pas faire tellement autre chose que du monitorage par Ouais, dosage. tout à Il y fait. a- je continue une deuxième question sur les antibiotiques qui est, pardon, à l'heure où les bêta-lactamines sont à la mode en perfusion IV continue, comment faire en hémodialyse intermittente? Alors, nous, on utilise les bêta-lactamines en perfusion continue. Alors, lorsqu'on est en hémodialyse intermittente, si vous faites une séance qui dure pendant 4 heures, vous pouvez faire votre perfusion après la séance. Ça, c'est le plus simple, donc vous ne risquez pas d'épuration pendant la séance. Sinon, vous faites votre dosage donc d'antibiotiques en fin de séance et ça vous permet pour la prochaine séance d'équilibrer comme ça votre taux d'antibiotiques, votre dosage d'antibiotiques que vous allez administrer aux patients. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Tout à fait. Et puis, une autre question, là, c'est plutôt sur la tolérance hémodynamique, enfin les conséquences plutôt d'épisodes hypotensifs. Et est-ce qu'il existe des données dans la littérature pour dire que l'hypotension, pardon, les épisodes hypotensifs en hémodialyse intermittente créent de la nécrose tubulaire aiguë Ouais. et plus que les techniques continues? Ouais. Alors ça, il n'y a pas d'études randomisées qui ont pu montrer ça. Par contre, il y a de vieilles études qui ont montré en hémodialyse intermittente, pendant les séances de dialyse, donc il y a des hypotensions perdialytiques qui sont souvent passées sous silence, qui créent effectivement des ischémies rénales. Alors, il y a des biopsies rénales qui ont été faites chez ce type de patient qui ont montré qu'il y a des ischémies rénales récentes chez des patients en insuffisance rénale aiguë qui sont apparues et probablement perdialytiques. Par contre, de dire que ces accidents ne surviennent qu'avec l'hémodialyse intermittente, pour l'instant, on ne peut pas le dire, parce qu'il n'y a pas d'études qui l'ont montré. Alors, il y a certains auteurs qui soutiennent que probablement, c'est de ce fait-là que la fonction rénale ultérieure est mieux préservée lorsque vous faites du continu, mais ça reste vraiment à démontrer. Donc, pour l'instant, il faut rester quand même assez prudent là-dessus, mais en tout cas, il faut éviter le plus possible ces épisodes hypotensifs perdialytiques qui greffent probablement la fonction rénale native chez votre patient. D'autres questions? Je l'ai perdu là. J'entends plus rien. Pardon, j'ai eu un petit souci de connexion Ah qui a ouais, pas de souci. sauté. Qui a sauté. Il y avait pas d'autres, écoute, il n'y avait pas d'autres questions en tout cas. Et puis, bah, il est 20h10, donc je pense que il va être l'heure de clore ce webinaire. Kada, encore une fois, merci beaucoup pour ton topo qui Merci est à très vous. complet. Je pense que ça a appris beaucoup de choses à nos internes du DESMIR. Bah, bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain webinaire qui sera toujours sur la thématique de dialyse, mais où on parlera moins technique. Ça sera Stéphane Gaudry qui sera l'invité pour ce webinaire de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bah, bonne soirée à tous et à bientôt. Et encore merci, Kada.
Merci à tous, merci.